Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. L'actualité, eh bien, c'est encore le voile, puisqu'Emmanuel Macron, hier, vous le savez, a déclaré que le voile dans l'espace public n'était pas son affaire. Donc, il a évidemment précisé ses propos. On va y revenir dans un instant, mais la petite phrase a été prononcée. La conférence de Sylvia Nagasinski, la philosophe annulée, elle allait parler de la GPA, elle est contre. Elle devait s'exprimer dans une université. Menace sur la liberté d'expression. On vous pose la question. Et puis le bilan à mi-mandat du quinquennat d'Emmanuel Macron. Êtes-vous satisfait ? 65% des Français sont mécontents. C'est en forte progression. On en parlera également avec vous. Pour en débattre, Virginie Leguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef adjoint au service politique de Paris Match. Bonjour. Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise. Bonjour. Votre société, c'est AB Consulting. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et votre dernier livre, c'est le coup de com' permanent aux éditions du CERF. C'est plus. Mon dernier livre vient de sortir. Ah on ne dit rien. Le progrès est-il dangereux? Il écrit plus vite que son nombre. Coécrit avec Catherine Bréchignac. Et ça parle de quoi donc? Humaine Science. Ça parle de 7 sujets qui sont au carrefour de la science, de la société et de la technologie, les fake news, le transhumanisme, l'intelligence artificielle. Voilà. Eh ben super. Et puis on vous réinvitera dans le 10h30 pour un débat sur le sujet. Et Yvan Rioufol, vous êtes éditorialiste au Figaro et auteur, pas encore éditeur, de Macron, de la grande mascarade aux Gilets jaunes, aux éditions L'Artilleur. Donc tous ces sujets que j'ai évoqués, nous allons en parler. Je vous propose, tiens Yvan, on va commencer, c'est vendredi, on va peut-être aller au cinéma. Vous vouliez nous parler d'un coup de cœur pour un film? Je vais parler d'un anniversaire qui vient, c'est celui de la première année de mobilisation des Gilets jaunes, le 17 novembre. Et il se trouve que les Gilets jaunes se retrouvent à travers un film qui est Phoenix, qui sort sur les écrans, qui marche très bien et qui se passe aux États-Unis. C'est dans la ville de Batman. Joker, c'est le film Joker. Joker, oui, pas Phoenix, avec, pardon. Non, Phoenix, c'est le comédien. Joaquin Phoenix, c'est l'acteur qui est formidable et qui joue ce rôle-là. Et les Gilets jaunes se retrouvent un peu dans ce phénomène cinématographique, parce que ce film, en 2 mots, représente une révolte populaire de ceux qui sont méprisés par ceux d'en haut. Enfin bon, voilà, cette coupure entre les élites et le peuple, là ça va très loin, parce que ça va jusqu'à des meurtres et des insurrections très violentes. Mais ce qui est amusant à voir, c'est que ce que l'on avait dit des Gilets jaunes, disant que c'était un mouvement qui s'essoufflait, en effet, c'est un mouvement qui s'essouffle incontestablement pour l'instant, mais à travers leur revendication souverainiste, ils prennent une envergure universaliste qui se retrouve à travers ce film, mais également à travers ce qui se passe aujourd'hui au Chili, ou à travers ce qui se passe aujourd'hui au Liban, où là aussi, pour des petites, des gouttes d'eau mettent... la hausse du prix du ticket de métro. Pardon, cette incongruité, mais enfin c'est un peu ça malgré tout. Et c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, on se rend compte que la mondialisation a créé de telles insécurités à travers le monde, des insécurités qui se ressemblent. Et dans le fond, on pourrait faire un dénominateur commun entre ce qui se passe à travers l'insécurité comprise par les Gilets jaunes, celle qui est comprise par les Chiliens, celle qui est comprise par les Libanais, celle qui est comprise par ce cinéaste qui a mis en scène Joker. Et donc, il y a ce paradoxe de voir qu'à travers un sujet très franco-français, on arrive maintenant à une sorte d'universalisme à travers, effectivement, la détresse des peuples oubliés. Un coup de cœur, Arnaud, également, pour le week-end. Oui, c'est le dernier livre de Jean-François Colosimo, qui est le patron des éditions du CERF et qui publie d'ailleurs dans sa maison d'édition un livre, Une religion française, 1000 ans de laïcité. C'est un très beau livre qui nous permet de comprendre que la laïcité est une idée qui vient de très loin et qui ne date pas, comme on a trop tendance parfois à le penser, de la loi de 1905, que finalement la monarchie s'est construite en France contre le pouvoir temporel du pape, et c'est cette genèse que retrace avec brio, comme il sait le faire, Jean-François Colosimo. C'est un livre qui permet d'éclairer historiquement des débats que l'on connaît aujourd'hui et qui traversent l'espace public. Donc c'est un livre que je recommande, qui est un livre écrit avec un style flamboyant comme Jean-François Colosimo sait le faire, et c'est un livre surtout qui montre que quelque part la République aussi a une dette par rapport à l'histoire de France, c'est-à-dire par rapport à la monarchie, et je crois que c'est important de le rappeler. Très bien, joliment dit. Alexis, c'est un coup de cœur, un coup de gueule? Non, c'était un coup de gueule ce matin. Ouais, allez-y. Changer. Non, ça change. Là, il y a 2 coups de cœur, donc il faut de temps en temps, il faut des coups de gueule. Non, c'est sur quelque chose qui va parler à beaucoup de gens. C'est sur les délais des procédures judiciaires.
Et entre le moment où on dépose une plainte, où elle est instruite et où on obtient condamnation, réparation, je trouve que c'est un peu... j'enfonce un peu une porte ouverte. Tous les gens qui ont eu affaire à la justice, ils savent que c'est compliqué, que c'est long, que ça peut même être très très long. Et c'est vrai que moi j'ai eu affaire, quand j'étais parlementaire, il y a des journalistes et un éditeur qui ont commis un livre qui s'appelle Nos chers émirs, où ils ont cité un tas de personnalités pour faire du buzz et pour vendre. Donc ça a bien marché. Sauf qu'il y a des gens comme moi qui ont été cités, qui sont pas d'accord avec ce qui est écrit dans le livre parce que c'est faux, qui portent plainte et il faut 3 ans. Vous donc avez à porté l'époque plainte, on en parle. Vous avez porté plainte ? Moi j'ai porté plainte. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont porté plainte et tous ne l'ont pas fait. Mais moi je l'ai fait parce que j'avais vraiment envie que la justice se penche sur ce livre et que les auteurs viennent s'expliquer. Ils sont venus devant les tribunaux, ils n'avaient aucune preuve. Ils n'avaient aucun moyen de prouver que ce qui était dit était vrai. Donc ils ont été condamnés pour diffamation. Mais entre-temps, il s'est passé 3 ans. Et moi, je me suis pris toute une série de commentaires, d'articles. Il y a un tas de journalistes ensuite qui ont commenté en disant « Ah, regardez, ces hommes politiques sont vendus au Qatar, aux Émirats, etc. » Il y a un monsieur qui s'appelle François Fillon qui est un peu dans votre cas. Oui, mais François Fillon, lui, son procès, il va avoir lieu et on verra ce que dit la justice. Moi, la justice, c'est le cas pour tout le monde, non ? On verra ce que dit la justice. Non, mais c'est la même chose. Ce sera même au moment du municipal. Mais c'est long. C'est long. J'ai envie de vous dire, oui, j'entends. Et pour François Fillon, ça lui a coûté une élection présidentielle. J'entends ce que vous dites et c'est effectivement tragique quand vous êtes mis en cause que c'est de la diffamation. C'est encore pire quand c'est un viol, quand c'est une agression, quand on voit que ça traîne pendant des années et des années. Mais la lenteur de la justice, effectivement. C'est pour ça que je pense que c'est un phénomène de société qui peut concerner tout à chacun. Absolument. Et puis Virginie, justement... Eh bien voilà, mon coup de gueule n'est pas très éloigné, pas très éloigné de celui d'Alexis. Moi, je voulais attirer l'attention une nouvelle fois sur le nombre de féminicides en France, qui était très important en 2018, puisqu'il y a eu 120 femmes tuées, et qui augmente en 2019. Il y a une manifestation qui est prévue en novembre, à l'appel du collectif Nous Toutes, le 23 novembre. Parlez bien dans le micro, Virginie, collectif à la tête duquel on trouve évidemment des femmes engagées sur la question comme Muriel Robin, Julie Gaillet ou Josiane Balasco. Et je voulais, moi, faire alors pour le coup un véritable coup de gueule sur la timidité de la loi. Je rappelle que la loi votée à l'Assemblée nationale le 15 octobre prévoit un bracelet électronique avec l'accord de l'homme violent, ce que je trouve déjà particulier. Je rappelle que en cas d'éloignement du domicile, c'est toujours la femme qui s'en va avec ses enfants et l'homme qui reste au domicile, et que ça pourrait être le contraire. Et je rappelle que très souvent, lorsqu'il y a des plaintes ou des alertes, elles ne sont pas toujours prises au sérieux, et qu'il y a des femmes qui ont été tuées après avoir déposé des mains courantes, qui n'ont pas été transmises, et dont parfois la justice prend connaissance après la mort de ces femmes-là. Voilà. Ouais. Donc c'est effectivement, rappeler ce chiffre n'est pas inutile. 124e féminicide et la manif du 23 novembre. J'attire mes camarades garçons à y aller aussi, parce que nous toutes, ça peut être nous tous aussi. Je peux ajouter quelque chose sur ce sujet concernant les violences faites aux femmes. Il faut savoir qu'en France, il y a 3000 ordonnances de protection qui sont demandées par des avocats pour protéger des femmes qui sont battues par leurs compagnons. La justice n'en accorde que 1500. Et il faut savoir qu'en Espagne, pays qui a pris ce sujet d'une manière beaucoup plus volontariste et efficace, c'est 24 000 ordonnances de protection par an. Donc on voit quand même que les dispositifs juridiques, ils existent. Ce qui manque, malheureusement, je pense, c'est parfois la volonté politique, mais on a le droit sur ce sujet, le ministre de la Justice a le droit de transmettre des circulaires sur un sujet comme cela pour demander au parquet d'instruire plus vite, d'instruire systématiquement quand il y a suspicion de violence. Deuxièmement, il faut des moyens. Parce qu'effectivement, les ordonnances de protection, il faut ensuite avoir les moyens non seulement de les prononcer, mais de les faire appliquer. Donc on revient aussi... c'est un peu cercle vicieux quand même. Oui, mais enfin, l'Espagne le fait, pardon. On n'est pas... est-ce que l'Espagne est plus riche, plus puissante, Non, c'est un pays de taille équivalente, et qui a même sans doute moins de moyens que l'État français. Une auditrice me dit 6 mois pour ouvrir une plainte pour harcèlement sexuel dans un commissariat. 6 mois.
C'est quand même là aussi les délais interrogent. Oui, il faut souvent une obstination de la part des femmes, soit qui sont victimes de harcèlement, soit qui sont victimes de violences. Une obstination et une ténacité, parce qu'elles rencontrent beaucoup de résistance quand elles se lancent dans des démarches officielles. Enfin, un vrai problème de société. Je reprends les mots de Yannick Agnel, vous savez, le nageur qui a tweeté ça hier. Et ce problème de société, ce sont les animaux mâles qui sont surreprésentés dans les musées d'histoire naturelle. Tiens. Ça m'a fait sourire. Il faut une parité là aussi. Ça m'a fait sourire quand il a dit enfin une question de société. Et c'est vrai que c'est une étude qui a été publiée dans une revue très sérieuse et qui a montré qu'il y avait une surreprésentation des spécimens mâles dans les collections des muséums d'histoire naturelle. On devient fou. Donc voilà. Donc il va falloir s'attacher à savoir si les squelettes des dinosaures étaient mâles ou femelles et pourquoi ils sont surreprésentés. Il y a quand même des chercheurs qui ont analysé 2 500 000 espèces d'animaux. Oui, ça vous trouvez qu'ils ont raison ? Bah non, mais enfin, Alexis c'est Bachelet. absurde. Oui, quand vous êtes paléontologue, vous allez chercher déterrer des squelettes, des fossiles. A priori, vous n'avez pas trop le choix de la matière, quoi. Hein. Vous recherchez, vous trouvez. Des fois, c'est femelle, des fois, c'est mâle. Bon, en plus, on arrive à le savoir maintenant grâce à des tests scientifiques très poussés. On peut savoir beaucoup sur l'histoire d'un ossement, mais franchement, ça n'a pas de sens. Oui, voilà. Et puis après, il y a des pourcentages qui varient en fonction des classifications. Donc, pour les oiseaux, c'est plutôt masculin, alors que pour les ça voilà. Mais oui, absolument. C'est ces études à la cour, j'ai envie de dire. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler du voile dans l'espace public. Emmanuel Macron a décidément du mal à se positionner. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, le président de la République qui est en visite à La Réunion s'est exprimé hier sur le sujet du voile. Je vous propose de le réécouter. Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. La laïcité, ça n'est pas cela. La laïcité, c'est précisément de permettre de croire et de ne pas croire librement. Pourquoi on confond ces sujets ? C'est que le voile, aujourd'hui, est utilisé dans certains quartiers, dans certaines circonstances, par certains qui ne sont pas majoritaires, comme un élément de revendication et comme un des instruments ou des signaux d'une forme de séparatisme dans la République, de ce qu'on appelle un communautarisme. Et dans ce cas-là, j'ai un problème avec la revendication en quelque sorte qui devient politique de ce séparatisme. Si on confond les sujets, à ce moment-là, on se met en situation de ne pas pouvoir véritablement régler le cœur du problème qu'a la République française, qui est le communautarisme. Alors moi, j'ai pas compris ce qu'il disait. Parce qu'il dit tout et son contraire. Absolument. Ce n'est pas mon affaire, mais c'est mon affaire à partir du moment où ça devient politique. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire. En effet, ça veut dire qu'il recule face au voile parce que effectivement le voile a été compris comme étant une agression contre des musulmans. C'est en tout cas la théorie de son ami Yacine Bellatar. Et donc a priori, il agrée un peu à ce que dit Yacine Bellatar, qui a dit, en parlant de Blanquer, qui lui disait le voile me pose un problème, que celui-ci était désirable dans le 9-3, comme il dit, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis. Et donc il lâche en tout cas son ministre de l'Éducation nationale sur ce point précis. Et ensuite, en tenant un discours que je pourrais très bien comprendre, de dire que le voile, dans le fond, n'est pas tellement un signe de laïcité ou de religiosité, mais un signe de communautarisme. Et donc il pose un problème, il doit poser un problème au président de la République quand il s'affiche dans l'espace public. Donc, c'est incompréhensible. Et parce que moi, je pense, en effet, depuis longtemps, que le voile n'est pas sujet à une laïcité, parce que dans la laïcité, c'est un mot fourre-tout dans lequel on met tout et son contraire, mais que c'est un sujet de revendication culturelle, identitaire, tout ce que vous voulez, séparatiste, comme il le dit, communautaire, et que si on ne prend pas ce voile pour ce qu'il est aujourd'hui, c'est un signe politique, on ne fait pas de politique. Et donc, je ne comprends pas ce qu'il dit. Oui. Qu'est-ce que vous avez compris, vous ? Non, c'est totalement contradictoire, mais ça traduit les limites du en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, il est incapable de prendre une position sur cette question. Mais pourquoi ? Parce que sa majorité est totalement partagée là-dessus. Mais est-ce que lui-même a des convictions, à votre avis ? Est-ce qu'il sait ce qu'il pense sur l'islam ? Écoutez, je suis pas sûr qu'il ait des convictions très arrêtées sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il navigue à vue. Et on voit bien qu'il navigue à vue sur ce sujet depuis le début, et même durant sa campagne présidentielle. De ce point de vue, il a véritablement une grande difficulté à se faire une doctrine sur ce sujet. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, la difficulté à laquelle il est confronté, c'est que, encore une fois, sa majorité est divisée et qu'il n'est pas capable en même temps, si vous voulez, ça peut marcher à la limite sur les questions économiques et sociales, à la limite, politiquement. Et ça marche, manifestement. Oui. Mais sur les sujets qui sont des sujets de civilisation, qui sont des sujets culturels, qui sont des sujets qui, quand même, aujourd'hui, agitent la société française. Je rappelle quand même qu'il y a un sondage où il a 2 Français sur 3 qui sont opposés, manifestement,
justement à l'accompagnement dans les sorties scolaires par des femmes voilées. Et quand il dit c'est pas mon problème, écoutez, oui, si, c'est son problème, parce que l'opinion publique lui pose un problème. S'il ne répond pas, lui, président de la République, à la question que lui pose l'opinion publique, on va se poser la question, à quoi sert un président de la République? Donc, en l'occurrence, il botte en touche, mais il botte en touche un peu comme Ponce Pilate, il se lave les mains et on sait comment ça se termine, en règle générale. Oui, pas très bien. Virginie? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais on voit très bien à quel point Emmanuel Macron, qui est très à l'aise sur les questions économiques, comme depuis le début du quinquennat, pour lui, la laïcité, c'est un angle mort. Il y a un discours qui devait être prononcé quasiment au début du quinquennat, qui n'est toujours pas prononcé. On attend, et là, il s'exprime entre deux portes, sous la pression, et il lâche un commentaire, un autre, un troisième, qui tous, mis bout à bout, n'ont pas de sens et ne représentent pas de position claire. Et on voit bien à quel point le fait qu'il n'y ait pas de corpus politique au sommet de l'État fait que ça flotte de haut en bas. On a entendu Jean-Michel Blanquer, on a entendu Sibeth Ndiaye, l'un disant une chose, l'autre disant une troisième. Et moi, je pense qu'au contraire, s'il faudrait clarifier la situation, et j'en reviens à l'histoire des sorties scolaires. Est-ce que la sortie scolaire, c'est dans l'école? Est-ce que c'est hors l'école? Est-ce que c'est considéré comme les mêmes règles qu'à l'intérieur de l'école? Là, le gouvernement pourrait avoir une discussion très claire, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur cette question, et je trouve que ce n'est pas au chef d'établissement d'avoir à trancher au cas par cas et de prendre cette responsabilité. On ne peut pas les laisser dans la nature et dire c'est pas mon affaire. Les enfants qui se vont en sortie scolaire, ils sont sous la responsabilité de l'école, mais les mères qui les accompagnent elles-mêmes auraient le droit de porter un voile qu'elles n'ont le droit que de porter quand elles accompagnent leurs enfants et qu'elles en sortent, mais pas à l'intérieur de l'école où il n'y a pas de signe distinctif de religion autorisé. Et je trouve que là, il y a une ambiguïté profonde. Alain Finkielkraut, qui était l'invité de la matinale de Sud Radio, disait moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de sortie scolaire, on ne sortait pas plus mal porté. Oui. Alexis Bachelet. Moi, je fais les sorties scolaires. Oui. Donc, non voilées. Je peux vous en parler. Oui, je suis pas voilé, mais ça peut arriver d'être accompagné par des mamans voilées. Sur le terrain, ça pose pas autant de problèmes que certains débats médiatiques veulent le faire croire. Mais revenons sur la déclaration de Macron. C'est-à-dire, juste une question là-dessus précisément, parce que j'entends l'argument qui est de dire il y a des quartiers, il y a des endroits, il y a des écoles où il ne pourra plus y avoir de sortie scolaire parce qu'il n'y a que des mères voilées. Est-ce que ça pose pas un problème? Est-ce que ça pose pas une question? Enfin, un problème, je ne sais pas, mais au moins une question de savoir qu'il y a des endroits où il n'y a pas une seule mère qui n'est pas voilée. En fait, c'est beaucoup plus pragmatique que ça, si vous voulez. C'est que l'enseignant, il organise un planning de sortie. Donc, il dit, voilà, mardi après-midi, on va emmener les enfants au parc. Il me faut 5 parents. Voilà. Donc, il lance un appel. Par mail aujourd'hui ou à l'entrée de la classe, il fait un petit panneau d'inscription. Bon, donc les parents s'inscrivent, tac, tac. Bon, si il n'a pas suffisamment de parents, la sortie est annulée. Parce qu'il y a des conditions d'encadrement, vous ne pouvez pas sortir avec des enfants. Mon fils, il a 5 ans et demi. Mais si, je suis en train de vous expliquer comment ça se passe concrètement sur le terrain. Donc après, on peut me répondre avec des grands discours sur le thème, comment on fait s'il y a, par exemple, je ne sais pas, sur 5 parents, il y a 3 femmes voilées sur 5. Eh bien, très bien, on dit demain, il n'y a plus d'accompagnement scolaire par des femmes voilées. Mais c'est pas dit, aujourd'hui c'est autorisé. Voilà, parce qu'il y a des parents qui travaillent, qui n'ont pas le temps. Il y en a d'autres qui ont le temps. Moi, j'ai de la chance, je travaille à mon compte maintenant, donc j'ai le temps de m'organiser. J'aime bien faire les sorties scolaires avec les enfants. C'est pas ma question. Ma question, elle est de dire un autre problème, un autre débat politique. Ma question, elle est c'est pas une question d'organisation. C'est pas une question d'organisation. On pourrait estimer que s'il y a des lois claires, chacun s'y soumette. Après tout, pourquoi je vais émettre une hypothèse folle, mais pourquoi ne pas penser que si les voiles étaient interdits dans les sorties scolaires, les mères qui veulent accompagner les enfants enlèvent leur voile? Ça paraît pas non plus une fatalité que de dire une femme est voilée et donc il ne peut pas y avoir des sorties scolaires. C'est l'État. Vous n'en savez rien, Virginie. Ça se passera peut-être comme ça, mais ça se passera peut-être autrement. Je ne dis pas, mais on peut au moins poser la question et pas partir du principe que parce qu'une femme est voilée et que elle n'enlèvera pas son voile, il y aura pas de mère. C'est pas possible. Peut-être que les mères diront moi je peux me plier à un certain nombre de règles et de lois dans ce pays parce que j'y vis. C'est pas indécent de poser cette question. Mais encore une fois, ça pose une question beaucoup plus vaste qui est une question de société sur est-ce qu'on autorise ou pas les signes ostentatoires dans l'espace public, parce que si vous l'interdisez pour les femmes voilées, non, mais si vous l'interdisez, est-ce que c'est l'espace public, mais vous voyez bien que le débat, il va beaucoup plus loin que ça. Moi, j'ai entendu énormément de responsables politiques dire
Écoutez, le seul moyen de régler le problème, c'est d'interdire le voile dans l'espace public. Mais ça n'existe dans aucun pays. Et ça n'existe dans aucun pays, etc. Donc vous proposez qu'on essaye de mettre en place une règle uniquement sur un aspect C'est l'école. Sauf que ça n'est pas un cadre pédagogique. C'est une sortie scolaire. C'est un cadre pédagogique. C'est pas la classe, c'est pas un cours. Une sortie scolaire, c'est la classe. C'est la classe, c'est l'école. Vous allez prendre l'air avec les enfants dans un square. Mais non, on va visiter un musée, on va avoir des expositions. On leur demande de prendre des crayons, des gommes. Pardon, j'ai fait plein d'accompagnements scolaires dans ma vie. C'est un cadre pédagogique. On les emmène juste pas la question, je voudrais que vous commentiez ce que dit Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez compris, Alexis Bachet, ce qu'il disait? Oui, j'ai compris. Enfin, j'ai compris que Emmanuel Macron avait, avant d'être président de la République, imaginé qu'il pourrait apporter des réponses et modifier la loi de 1905, ce qui était quand même envisagé à un moment donné. Il y a eu des consultations, ils ont travaillé. Et puis le Emmanuel Macron président qui se rend compte que c'est une matière extrêmement inflammable, tout ce qui touche à la religion, à la spiritualité et à la loi de 1905, et que globalement, il ne modifiera pas la loi de 1905 parce qu'il a reculé là-dessus. Donc il ne fera pas un grand discours qui, à mon avis, devait expliquer pourquoi il fallait modifier la loi de 1905. Ou pas. Mais un discours clair. Oui, mais enfin, si vous faites un grand discours pour ne rien annoncer et pour dire statu quo, bon, c'est quand même pas comme ça que ça se passe en général. Notre confrère Arthur Berda du Figaro dit que en réalité. Arthur Berda du Figaro, journaliste, dit qu'il devrait y avoir un discours sur le communautarisme mi-novembre. Donc il va peut-être s'exprimer enfin. On se retrouve dans un instant 0826 300 300. On aura Eddy en ligne avec nous. Le débat continue sur Sud Radio jusqu'à midi avec vous. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Nous parlons des déclarations d'Emmanuel Macron autour de la laïcité. Le voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. Et en même temps, si on écoute la totalité de son discours d'hier, il va assez loin en disant, il y a aujourd'hui des femmes, des hommes, citoyens français qui disent, de par ma religion, je n'adhère plus aux valeurs de la République. Je sors mon enfant pour le mettre de l'école pour le mettre à la maison. Je refuse qu'il aille se baigner avec d'autres. Voilà, il dit, j'ai un projet de vie et de société qui n'est plus d'être ensemble dans la République, mais au nom de ma religion, de porter un autre projet politique. Et ça, c'est un problème pour moi. Ça, c'est un communautarisme. Et dans ce cas-là, j'ai un problème avec l'utilisation, la revendication en quelque sorte, qui devient politique de ce séparatisme. Voilà. Et après, il revient en disant, si on confond des sujets, à ce moment-là, on se met en situation de ne pas pouvoir véritablement régler le problème. Donc, c'est inflammable, naturellement. C'est un sujet inflammable. Parce que si on le remet dans le contexte aujourd'hui de l'épreuve de force qui a été engagée par l'islam radical, qui ne supporte aucune réflexion, pas même sur une mère qui porte un hijab dans un conseil régional, c'est quand même, on peut quand même imaginer qu'on pourrait le faire, mais là c'est presque une déclaration de guerre. On se rend compte que la moindre interprétation des gestes du président de la République est interprété et surinterprété. Or là, il y a un discours qu'on pourrait comprendre à moitié, mais simplement avec cette indécision qu'il montre, il montre en fait une faiblesse, il montre une reculade, il montre une démission. Et il le montre d'autant plus c'est le même personnage, le chef de l'État, qui il n'y a pas si longtemps que ça, a dit qu'il fallait désigner les signaux faibles de l'islamisation de la société. Le voile en est un. Et c'est lui qui, parlant du voile il n'y a pas longtemps non plus, avait dit qu'il n'était pas conforme à notre civilité. Donc, si le voile est un signal faible de radicalisation, s'il n'est pas conforme à la civilité, il pose donc un problème dans l'espace public. Alors je comprends bien que pour un président de la République, c'est très compliqué à dire. S'il poursuit dans sa logique, il est obligé d'interdire le voile et enfin tous les signes ostentatoires. Et que là, si on fait une loi c'est-à-dire que tous les gens qui portent des signes ostentatoeurs sont radicalisés. C'est un gars qui vient avec une grosse croix ou une kippa. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Mais si vous insistez, non, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que si vous décidez d'interdire le voile vu comme une revendication politique et visible d'un séparatisme, vous êtes obligé de le faire également pour toutes les autres religions. Sinon, ça ne tient pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous interdisez tous les signes ostentatoires. Non, mais ce que je veux dire, mais attends, je termine. Sauf que si vous prenez une loi comme celle-ci, il faut l'appliquer. Il y a trop de lois qu'on prend et qui ne sont pas appliquées. Or cette loi-là est inapplicable parce qu'on ne voit pas très bien. Donc on est dans un piège. Et le piège, c'est le piège maintenant, effectivement, de la confrontation entre deux cultures, deux civilisations, et hélas, deux sociétés qui commencent à se détester. Voilà. On a Eddy en ligne avec nous. Bonjour Eddy. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Merci pour vos émissions. Merci à vous. Merci de me donner la parole. On vous écoute. J'espère que je pourrais aller au bout un peu de mon raisonnement, parce que, entre parenthèses, vous avez cité Finkielkraut. Je crois que, ce ne sera pas la seule connerie qu'il a dit, parce que moi j'ai son âge, j'étais à l'école communale et au collège à Paris, dans les années 60, et il y avait des sorties scolaires.
pour aller au stade, pour aller à la piscine, ou des fois au cinéma pour voir les films de l'époque qui s'appelaient Images du Monde ou des trucs comme ça. Alors, vous voyez, bon, alors... maintenant, il faut excuser son âge, peut-être qu'il vieillit. Hein. Bon, ce que je voulais dire, vous dites Macron a botté en touche. Eh bien, écoutez, moi, je trouve pas du tout... Alors, je tiens à dire que je ne suis pas musulman. Comme ça, on n'en dira pas. Et mon épouse ne porte pas le foulard ou le voile. Et voilà ce que je voulais dire. Par contre, moi, sa déclaration, elle était très claire pour moi. Pour moi, sa déclaration était très claire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un rappel à la loi. C'est tout. Un rappel à la loi. La loi, rien que la loi. Et il n'y a rien à discuter dessus. Alors, le problème, si vous le permettez, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la laïcité. N'importe quel Pékin aujourd'hui. Que ce soit les hommes politiques, que ce soit l'illettré, que ce soit tous les intervenants dans les différentes radios et télévisions et qui sont payés et qui racontent des conneries toute la journée sur la laïcité sans la connaître, sans connaître les textes. Moi, je suis un simple Pékin qui a un certificat d'études et un CAP de fraiseur-ajusteur. Je me suis donné la peine de la lire entièrement, cette loi. Et pas que ça. Parce qu'en 1905, il y a eu aussi des débats sans fin. Non, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les laïcards purs et durs, parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas assez dur, pas assez méchant avec les chrétiens, parce que c'était la chrétienté qui était visée à l'époque. Ils trouvaient qu'on n'était pas assez méchant avec eux. Alors, certains sont partis voir Aristide Briand, qui est à l'origine de tout ça, et qui lui ont dit « Oh mais non, on n'est pas assez méchant ». Et bon, je vous cite la lettre de mémoire. Non, mais c'est un petit peu long, votre explication, Eddy, mais on a compris ce que vous dites. Et c'est vrai que ce sont des débats qui sont compliqués, où tout le monde a un avis et n'est pas forcément. Mais il y a quand même des choses factuelles qui sont là, et on voit bien qu'il y a quand même une société aujourd'hui qui est divisée sur le sujet. C'est une société qui est fracturée. Je suis pas sûr qu'elle soit aussi fracturée qu'on le dit, parce que quand on regarde les études d'opinion, on voit qu'il y a quand même aujourd'hui un durcissement de l'opinion publique quant à cette manifestation très visible et radicale, qui est certes minoritaire, de l'islam. Mais moi, je pense que finalement, Macron joue gros sur cette affaire, parce que d'abord, en donnant des signes quand même que je considère comme des signes d'atermoiement, il renforce son opposition, c'est-à-dire l'opposition d'ailleurs qu'il s'est lui-même choisie, c'est-à-dire Marine Le Pen. Parce que moi, je suis frappé sur le fait que l'élection présidentielle de 2017 ne s'est pas jouée sur ces questions. Et d'ailleurs, ça a été vraisemblablement une erreur stratégique de Marine Le Pen en 2017 de mettre en place plutôt un agenda économique et social comme fer de lance de sa campagne. Mais si elle revient, et manifestement aujourd'hui, quand on entend le discours de Marine Le Pen sur les fondamentaux qui sont ceux du Front National de l'origine, et quand on voit aujourd'hui finalement cet enjeu qui monte de plus en plus dans la société française, on peut considérer que cet enjeu sera un enjeu extrêmement saillant et extrêmement, disons, polarisant pour la prochaine présidentielle. Donc Emmanuel Macron avait pourtant plutôt donné des signes de fermeté quant à la lutte contre l'islamisme radical, notamment après ce qui s'est passé à la préfecture de police. Et là, manifestement, il est en train de revenir dans un discours qui est en effet assez inaudible pour une partie de l'opinion. Est-ce qu'il va s'exprimer, à votre avis? Est-ce qu'il va arriver à faire ce fameux discours que vous évoquiez, Virginie? Que j'évoquais en disant qu'il n'avait jamais, n'avait jamais eu lieu. Moi, je regrette, je ne sais pas s'il va s'exprimer ou non, mais je regrette qu'il le fasse dans un contexte comme celui-ci. Il aurait mieux fait de fixer en amont, de façon, j'allais dire, presque neutre et dépassionnée, ce qu'il estime être le cadre qu'il souhaite. Mais là, il le fait sous la pression, à un moment où l'opinion publique est extrêmement enflammée sur cette question. Ça intervient un peu tard. C'est difficile parce qu'il a quand même cautionné le communautarisme, il a cautionné la discrimination positive, il a cautionné le communautarisme même dans son discours de Marseille, alors qu'il était encore candidat, rappelez-vous, en parlant des Français, disant « je vois des Comoriens, je vois des Algériens, je vois des... » Enfin bref, segmentant la France en communauté. Et donc je ne le vois pas, sauf naturellement à ce qu'il se dédise, mais je ne le vois pas revenir en arrière, d'autant qu'il a toujours dit que ceux qui voulaient revenir à des politiques d'assimilation, parce que c'est un peu de ce dont on parle, étaient en fait aujourd'hui des fiefés populistes qui étaient proches du Front National, du Rassemblement National. Oui, enfin, Macron, là, à mon avis, ne voulait pas intervenir pour relancer le débat, comme on le fait ce matin. Il voulait intervenir pour siffler la fin de la récréation,
après les prises de position de certains de ses ministres qui contredisaient d'autres ministres. La preuve, c'est qu'on en reparle. Voilà. Il a relancé, il a remis une pièce dans la machine. Tu peux dire une chose et son contraire, et une troisième et une quatrième, tu siffles rien du tout. Mais on siffle rien du tout, on verra. On verra s'il y a des annonces, on verra s'il y a des propositions législatives nouvelles qui arrivent en débat. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit la position du président de la République. Et de toute façon, quand bien même il aurait en tête de mettre en place des nouvelles dispositions, je pense qu'il a effectivement pas intérêt à le faire dans ce contexte-là, c'est-à-dire après une séquence liée à un attentat, ou après des déclarations multiples de responsables politiques de sa propre majorité. Il aurait plutôt intérêt à laisser les choses retomber. Il n'y a pas non plus, à mon avis, une situation d'urgence absolue, sauf à considérer, effectivement, mais ça c'est le cœur du débat, que la minorité d'une minorité menace le pacte républicain et la laïcité. Je rappelle quand même que contrairement à ce que pensent beaucoup de Français, les Français croient qu'il y a 30% de musulmans en France. Ça n'est pas le cas. Il y a 8% de musulmans sur un pays de 65 millions d'habitants. Alors, comment vous et à l'intérieur de cette communauté musulmane, il y a absolument... Vous voyez déjà l'envergure que cela prend. Oui, mais non, je peux finir, Yvan, parce que c'est important quand même de donner des chiffres, des ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une communauté musulmane qu'on estime à peu près 5 millions de citoyens français de confession musulmane, si tant est que tout le monde pratique de la même manière sa religion, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que pour les gens qui connaissent un tout petit peu, parce qu'ils ont des amis, des relations professionnelles, ça va du musulman totalement laïque qui pratique sa religion chez lui, ou pas d'ailleurs. Les musulmans, mais ça on est d'accord, mais on est tous d'accord avec ça. Attendez, aux personnes qui vont aller à la mosquée 5 fois par jour, mais qui sont dans une pratique. Ce sont les minorités qui font l'histoire partout. Et je prétends, parce que c'est un peu quand même aussi de ça qu'on parle, que ceux qui sont dans une logique, on va dire, de séparatisme, de communautarisme, à l'intérieur de cette communauté de citoyens français de confession musulmane sont minoritaires. Alors si on m'explique que dans une communauté qui est déjà minoritaire, une minorité est capable d'imposer sa loi à tous les autres, moi j'ai jamais vu ça nulle part. C'est précisément ce qui passe, parce que vous faites en sorte pour l'instant de sous-estimer. Ce qui veut pas dire qu'il faut cautionner et laisser faire n'importe quoi. Vous sous-estimez tout, à commencer par les chiffres. Mais déjà, oui, c'est ça. Les chiffres ne sont pas forcément ce que vous dites. Vos chiffres sont discutables. On dit laissez parler 2 secondes, Yvan. Vos chiffres sont discutables. On dit maintenant que c'est à peu près 10% de la population, ce qui ferait un peu plus de 6 millions ou 6 millions et demi. On en dit même un peu plus. Peu importe. Et les sondages qui sont portés notamment par l'Institut Montaigne montrent que 30%, en général c'est des sondages qui se recoupent avec tous les sondages internationaux, montrent que 30% aujourd'hui des musulmans de France se reconnaissent dans la loi islamique, dans la charia, c'est-à-dire dans une loi qui est absolument en contradiction totale avec la loi de la République, avec la loi de la démocratie. Donc 30% quand même de 10 millions, ça fait quand même un petit paquet. Oui, enfin de 6 ou de 10%, ça fait pas 6, ça fait pas 10. Non, pardon, oui, 6,5. Non, mais d'accord. Non, mais je pensais à 10%. Non, mais d'accord. Mais Rebecca pose une question en disant, si vous dites, Monsieur Bachelet, que les musulmans sont minoritaires et les musulmans extrémistes sont minoritaires, pourquoi estimez-vous que ce soit cette communauté qui réclame le plus de droits et qui ait le plus d'exigences par rapport à sa religion? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent les minorités les plus conservatrices qui se mobilisent le plus, qui sont le plus visibles. Enfin, je vous renvoie au mariage pour tous, je vous renvoie à la GPA-PMA, qui organise des manifestations, qui fait du collage. C'est une minorité de la communauté catholique, la minorité la plus conservatrice, la plus agissante, la plus visible. Ils ne sont pas majoritaires dans la communauté catholique. Ils sont encore moins majoritaires dans le pays. Voilà, c'est comme ça. Je voulais revenir sur les chiffres. Je voulais revenir sur les chiffres. Le chiffre dont vous faites état, c'est le chiffre officiel. Mais il y a des spécialistes de l'immigration qui disent qu'effectivement, il y a plutôt 10 millions, voire 11 millions de musulmans dans notre pays. Je ne dis pas que... mais ça change un peu aussi la réflexion qu'on peut avoir. C'est pas 4 millions. 4 millions, c'est le chiffre. On n'a pas dit 4. Si, on a dit 10 millions. 5, vous avez dit 5 d'abord. Bon, on va pas se battre sur les chiffres. D'abord, on n'en sait rien. Parce qu'on a on n'en sait rien. On a quand même des études démographiques, ça existe, il y a des enquêtes. Vous n'avez pas le droit, vous le savez aussi bien que moi, vous n'avez pas le droit théoriquement de comptabiliser en fonction des origines. On sait combien il y a de gens de on le sait au doigt mouillé. Mais sur 65 millions, ça fait quand même. Oui, mais enfin, il n'y aurait pas ces débats entre nous si on était sûr du chiffre. On a Pierre en ligne avec nous. Bonjour Pierre, merci de votre patience. Vous êtes à l'antenne sur Sud Radio. Ça fait un moment que vous attendez. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je crois
que nous savons que parmi ces minorités, il y a aussi par exemple, ne serait-ce que pour rouler à 80 km/h, ce n'est pas l'ensemble des Français qui ont décidé, c'est bien une minorité de Français. Et malheureusement, dans ce signe... Que vous avez élu qu'on a élu, mais aussi, au fond, c'est souvent des associations minoritaires qui expliquent qu'il faut rouler à 80 km/h et l'État ne fait que essayer de comprendre ces fameuses associations. Pour ce qui est du signe ostentatoire, moi, ce qui me gêne, c'est que le signe ostentatoire, notamment dans le voile, n'a jamais été défini. Et on a une ambiguïté énorme entre le foulard et le voile. Lorsque l'on regarde par exemple cette dame qui a perdu son fils tué par Mohamed Merah, qui a parcouru l'ensemble des médias, on n'a jamais été choqué qu'elle porte un voile. Lorsque par contre on voit cette personne qui arrive avec un hijab qu'on appelle noir, qui cache aussi le cou, parce qu'il faut quand même être précis sur le voile. C'est un voile qui coiffe bien sûr les cheveux, mais aussi le cou. Là on est beaucoup plus choqué. Et en effet du coup on pense qu'il s'agit d'un voile classique. Or, on voit bien que là, il y a une manipulation, ne serait-ce que sur le terme et sur la façon dont elle s'est habillée, puisque forcément, elle est dans la provocation. Et c'est dans ce sens qu'il faut se battre et éventuellement donc créer une loi pour interdire ce type de voile. Et c'est là où justement toutes ces minorités qui ont tendance à vouloir nous imposer leur loi entre guillemets religieuse seraient bien sûr mis à l'écart. Voilà, je crois que c'est ça le véritable problème. Merci Pierre de votre intervention. On va marquer une pause et puis on va continuer à parler. Enfin, on va pas parler de ça, on va changer de sujet, mais on va parler liberté d'expression avec la conférence de Sylviane Agacinski annulée à l'université de Bordeaux. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. La conférence de la philosophe Sylviane Agacinski a été annulée. Elle devait s'exprimer à l'université de Bordeaux sur la GPA et ce, en raison de menaces. Des syndicats et associations étudiants avaient dénoncé dans un communiqué la venue d'une personne transphobe et homophobe selon eux, parce que Sylviane Agacinski, donc je le répète, qui est philosophe, est contre la GPA, donc l'université de Bordeaux-Montaigne, a décidé d'annuler ce débat en disant que toutes les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Elle s'est exprimée, Sylviane Agacinski, en disant une forme de terreur intellectuelle qui affecte gravement l'état du débat public. C'est vrai que ça pose une question plus large sur la liberté d'expression. Je fais une parenthèse sur ce matin un article dans Le Parisien sur Éric Zemmour, l'expression et tout, où le CSA dit il faut traquer la parole d'extrême droite. Il faut être vigilant. C'est quoi un propos d'extrême droite? Qui va fixer la limite? L'extrême gauche n'est pas concernée. On se met à désigner la parole. Est-ce que la parole est encore libre? Oui, ce qui se passe là, en tout cas à Bordeaux, est affreux. Naturellement, la terreur intellectuelle, c'est effectivement le mot qui lui convient. On a parlé beaucoup de terrorisme intellectuel à une époque en essayant de trouver des exemples. C'en est un. Parce que là, c'est une femme de gauche qui vient pour parler d'un problème, alors qui peut être débattu, on peut être pas d'accord avec ça, mais on voit bien que en sous-jacence à ce problème, c'est à nouveau le communautarisme qui survient, parce que à chaque fois aujourd'hui, on accuse ceux qui veulent mettre en cause une communauté, la communauté LGBT en l'occurrence, mais ça pourrait être la communauté islamique dont on parlait tout à l'heure, d'être phobe, c'est-à-dire d'avoir un discours de haine face à ceux que l'on a envie de mettre face à leurs contradictions. Et donc, c'est l'aboutissement imbécile du politiquement correct et de ses interdits. Et ça, c'est une pression qui nous vient naturellement des États-Unis. Et qui est répercutée, je parle devant un universitaire, qui est peut-être aussi répercutée par cette manière qu'ont une partie des universités, en tout cas dans les sciences sociales, à travers leur cooptation des professeurs, etc., et des universitaires, d'avoir consolidé au cœur même des universités françaises cette pensée unique qui, naturellement, maintenant crée des étudiants. Mais je ne parle pas pour eux, ils pourront me contredire. Mais je trouve que on n'insiste pas assez non plus sur ce phénomène de la cooptation qui permet quand même de faire venir les copains et de faire venir la même pensée autorisée. Étant entendu que la pensée interdite serait la pensée soi-disant d'extrême droite. Elle parle de climat d'intimidation qui est récent, et je fais aussi le parallèle avec ce qui s'est passé à Lille il y a quelques jours, où il y a une pièce de Charb qui était jouée et où des gens sont venus imiter des tirs de Kalachnikov, et régulièrement cette pièce est empêchée de jouer. La nouvelle librairie à Paris se fait agresser tous les... Non, mais c'est extrêmement grave, parce qu'il faut savoir où ça se passe. Ça se passe dans une université, l'université Michel Montaigne en plus. Donc, symboliquement,
politiquement, ça veut dire quelque chose. On peut se poser la question quand même pourquoi le président de l'université n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour que cette conférence se tienne. Quand même, c'est déjà une première question qu'on peut poser. Deuxième question, moi il me semble qu'en effet, et je vous rejoins, c'est que aujourd'hui, vous savez, Tocqueville disait que la démocratie c'était d'abord de lutter contre la tyrannie de la majorité. Il avait tout à fait raison. Mais il faut aussi savoir, à un moment donné, lutter contre la tyrannie des minorités. Et aujourd'hui, on est dans un processus où ce sont des minorités, peu importe qu'elles soient d'extrême droite, qu'elles soient d'extrême gauche, qu'elles soient communautaristes, religieuses, qu'elles représentent des orientations sexuelles, qui animent d'une certaine manière et qui veulent contrôler le débat public. Donc on a des minorités qui sont chiens de garde et qui décident, jusque dans un lieu qui est un lieu hautement symbolique, c'est-à-dire l'université, qui est le lieu du savoir, le lieu du débat, le lieu de l'argumentation, le lieu de l'universalisme, où nous avons des gens qui sont ultra minoritaires et qui viennent tout simplement dire, ben voilà, le périmètre du débat, c'est celui-là, et il n'y a pas d'autre débat que celui-là, et on ne débat pas. Donc en effet, ce qui s'est passé à Bordeaux est extrêmement grave, mais c'est une tendance de fond, malheureusement, et on voit qu'il y a un certain nombre, c'est vrai aussi, de syndicats étudiants, qui sont ultra minoritaires, parce qu'il suffit de voir, d'ailleurs, le niveau de participation aux élections étudiantes pour se rendre compte que le syndicalisme étudiant traverse là aussi une crise qui est une crise majeure, qui décide tout simplement de dire ce qui est dissible, de ce qui n'est pas dissible, qui doit parler, qui ne doit parler. Mais encore une fois, je pense qu'il faut s'interroger sur la responsabilité des présidents d'université. Les présidents d'université sont là à un moment donné pour garantir que dans une université, on puisse débattre. Et là, en l'occurrence, en effet, que Sylviane Agacinski n'ait pas pu s'exprimer, on est face à un pur scandale. Ouais. Alexis Bachet. Arnaud Benedetti a dit l'essentiel. Il a rappelé le rôle des universités comme lieu de construction d'un savoir, mais également de confrontation des points de vue. Là, on est effectivement dans des logiques où des organisations ultra-minoritaires décident qui a le droit de s'exprimer ou qui n'a pas le droit de s'exprimer. Mais sauf que c'est le cas maintenant un peu partout. Je pense au cas d'Éric Zemmour, je pense à beaucoup de... Après, on peut débattre, mais le fait que des gens disent « je ne veux pas ». Je pense qu'on ne peut pas non plus... non, mais une université, c'est pas un plateau de télé. Bon. Mais c'est général. Moi, je voulais l'élargir à la société en général. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'université, là, se passe dans l'ensemble de la société. Non, où il y a une terreur, il y a une terreur et un sectarisme. Ce qui maintenant devient compliqué, c'est qu'avec avant, on pouvait débattre de tout dans des cercles universitaires, mais ça restait, on va dire, à l'intérieur de l'institution. Maintenant, effectivement, entre les réseaux sociaux et les chaînes de télévision continues, il y a tout un tas de débats qui maintenant sont publics et qui peuvent heurter, parce qu'il faut toujours faire attention aussi au fait que même si quelle est la limite ? Moi, la limite, c'est la loi. C'est la loi. Non, il y a des choses qu'on peut tout dire dans l'absolu. On peut tout dire jusqu'au moment où on se heurte à la loi. Si vous revenez à Charlie Hebdo, les caricatures de Mahomet, certains ont estimé qu'ils avaient été heurtés et ils ont été tués pour ça. Ouais. Donc, quelle est la limite ? Quelle est la limite ? La limite, c'est qu'en l'occurrence, Charlie Hebdo avait tout à fait le droit. C'est qu'il n'y a plus de limite. Il n'y avait pas de problème pour les caricatures de Charlie Hebdo. Le problème, c'est qu'il y a un attentat. C'est même pas la question de la loi. Mais là, c'est le président de l'université qui est en cause. Comment il a pu céder ? Comment il a pu céder aussi rapidement ? Mais parce que attends, je termine ma phrase. Comment il a pu céder aussi rapidement à une intimidation de gens qui étaient, je pense, très minoritaires dans son université ? Comment, je repose une question, comment il a pu simplement ne pas organiser de façon claire et nette la sécurité de Madame Agacinski en la faisant, je ne sais pas moi, accompagnée par un ou deux policiers, si c'était vraiment si grave que ça ? Et comment il n'a pas simplement maintenu au nom simplement de ce que les étudiants ont le droit d'entendre ou ne pas d'entendre, quitte à être d'accord ou pas d'accord, la question n'est même pas là. Comment il a simplement battu en retraite immédiatement, alors que franchement, je ne peux pas croire que l'université de Bordeaux a été mise à feu et à sang si Madame Agacinski. Parce qu'à côté de la banalisation du sectarisme, vous avez la banalisation de la violence. Vous avez Zineb El Razoui maintenant qui est menacée de mort dès qu'elle tient un propos un peu iconoclaste contre l'islam radical. Vous avez une librairie à Saint-Germain-des-Prés qui a été à nouveau saccagée. Une librairie à Saint-Germain-des-Prés, dans le Paris littéraire. La nouvelle librairie, sous prétexte que c'est une librairie de droite qui a été saccagée.
peu de temps avant, vous avez eu des écrivains, Gabriel Matzneff et Renaud Camus, qui ont été également pris à partie au cœur même de Paris, des écrivains, alors même dans l'indifférence générale, il est inutile de le dire, bien entendu. Et donc vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il est difficile de tenir des propos qui soient des propos qui sortent de la norme sans mettre en péril votre intégrité physique. Et la direction de l'établissement estimait que face à des menaces violentes, elle ne pouvait assurer pleinement la sécurité des biens et des personnes, ni les conditions d'un débat vif mais respectueux. C'est une blague. Je ne sais pas, moi je n'ai pas d'éléments d'information sur la réalité de la situation, mais encore une fois, si on n'est pas capable d'organiser un débat dans un lieu comme une université, c'est quand même un signe qui est extrêmement inquiétant. C'est horrible. C'est absolument anormal. Mais moi je pense que ce qui se passe fondamentalement, c'est que le problème c'est que on ne débat plus, mais on ne fait que polémiquer. Quand vous regardiez il y a 30 ans ou 40 ans quand même la vie intellectuelle dans ce pays, on pouvait débattre, on polémiquait certes aussi, mais on pouvait débattre. Tout est aujourd'hui objet de polémique. Tout est fait pour mettre en scène des positions radicales qui s'affrontent. Pour que ça devienne. Mais c'est le débat pour ou contre la GPA, c'est un débat radical. On appelle polémique maintenant le moindre débat qui soit un peu virulent. Je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement un recul de la liberté d'expression. Il y a par contre un vrai recul de la tolérance, et c'est ça, à mon avis, ce qui est le plus inquiétant. Recul de la tolérance. Recul de la qualité aussi du débat public. Pardon ? Et un recul de la qualité du débat public, puisque n'importe qui maintenant peut venir dans un micro et raconter n'importe quoi. Oui, mais enfin, vous avez Sylviane Agacinski qui n'est pas le cas, évidemment. Face à des gens on pouvait imaginer un débat, un vrai débat pour le coup. C'est pour ça que c'est incompréhensible. Allez, merci à tous les quatre.